Bonjour et bienvenue dans ce 7e podcast en français sur l'apprentissage du japonais. C'est Gilles de la chaîne YouTube Japonais Naturel. Si on veut un jour pouvoir lire en japonais des mangas, des romans, des magazines ou des journaux, les kanji sont incontournables. Au début de l'apprentissage, ils arrivent au compte-gouttes et ils sont relativement faciles à comprendre. C'est pour ça qu'on commence souvent par les écrire. Et puis c'est sympa, on a un peu l'impression d'écrire dans un code secret seulement connu des autres apprenants de japonais. Mais par la suite, le rythme auquel les nouveaux kanji apparaissent s'accélère exponentiellement. Et on se retrouve alors très vite dépassé par le nombre. L'écriture prend trop de temps et on décide de la mettre de côté pour se concentrer sur un apprentissage par flashcard. Seulement voilà, il faut un certain temps pour mémoriser des flashcards, surtout si les kanji qu'on cherche à mémoriser ne nous parlent pas. Et pendant ce temps-là, de nouveaux kanji bien plus difficiles à comprendre que ceux de la lune, de l'arbre ou de la personne continuent d'apparaître. Mais là, on ne peut plus arrêter l'écriture pour gagner plus de temps parce qu'on l'a déjà fait. On s'épuise alors pendant un certain temps, et puis un beau jour, on abandonne purement et simplement l'apprentissage des kanji, comme moi à une époque, ou pire, on arrête le japonais. Le rêve d'accéder à du contenu écrit en version originale s'évanouit alors dans un nuage de frustration et de désillusion. Mais pouvait-on éviter que le rêve se termine en cauchemar ? Fallait-il continuer l'écriture des kanji ? Si oui, comment s'y remettre sans que ça se transforme en punition ? Enfin, plus généralement, quelle serait la bonne façon d'apprendre les kanji ? Voilà les questions auxquelles je vais tenter de répondre dans ce nouveau podcast. Première question, pouvait-on éviter que le rêve se termine en cauchemar ? La réponse est évidemment oui, mais à condition de ne pas refaire la même chose. On est souvent tenté de reproduire hors du Japon la façon dont on apprend les kanji au Japon. Mais on oublie que les élèves japonais baignent dans les kanji matin, midi et soir depuis leur naissance. Et surtout qu'ils mettent 9 ans pour voir les 2136 kanji d'usage courant. En plus, ils ne voient pas toutes les lectures de chaque kanji en même temps. Et puis au Japon, on n'abandonne pas l'écriture des kanji dès que ça se complique. Ce qui m'amène à la question suivante, fallait-il vraiment arrêter l'écriture des kanji ? À mon avis, non. En croyant se libérer du temps pour apprendre plus de flashcards, en fait, on en perd. Pourquoi ? Parce qu'écrire les kanji fait travailler la mémoire procédurale et que ça facilite la mémorisation. Il sera donc plus facile de retenir les kanji qu'on voit sur une flashcard si on les a déjà écrits. Et si c'est plus facile à retenir, alors on passera moins de temps sur chaque flashcard puisqu'on la reverra moins souvent. Évidemment, ça suppose de ne pas passer non plus des heures à écrire des pages et des pages de kanji. Mais peut-on se remettre à l'écriture des kanji sans que ça se transforme en punition ? Avant de répondre à cette question, je précise qu'au début de mon apprentissage, j'en ai écrit des pages et des pages de kanji. Est-ce que ça m'a permis de les mémoriser ? Alors, l'écriture, oui, mais le sens et les lectures, non. C'est d'ailleurs suite à ce constat que j'avais laissé tomber l'écrit à l'époque, d'autant que je n'avais aucune envie de tout apprendre par cœur. Et si j'ai repris avec plaisir l'étude et l'écriture des kanji depuis 2-3 ans, c'est parce que ma routine actuelle ne ressemble plus du tout à une punition. En ce qui concerne l'écriture, les pages et les pages de kanji, c'est fini. D'abord, j'ai sélectionné plusieurs diamètres de stylo à billes pour trouver ce qui me convenait le mieux. Ensuite, j'ai commencé à utiliser une sorte de sous-main souple qu'on appelle shitaziki, qui permet de mieux contrôler la pression qu'on applique sur la bille du stylo. C'est magique. La sensation qu'on a quand on écrit avec le même stylo est complètement différente selon qu'on utilise ou pas un shitaziki souple. Sans forcément chercher à faire de la calligraphie, c'est beaucoup plus agréable et relaxant de tracer les kanji des mots qu'on connaît pas en essayant de rendre son écriture plus expressive et moins froide. Bref, l'écriture des kanji n'est plus pour moi une punition, mais un moment de relaxation. Mais qu'est-ce que j'écris exactement ? Simplement les mots que je ne connais pas. Et je ne cherche à mémoriser que la lecture de ces mots dans le contexte dans lequel je les ai trouvés. Mon objectif à terme, c'est que mon cerveau s'habitue à voir un mot de plusieurs kanji comme un bloc unique ayant un sens précis et une lecture précise. Pour ça, je pourrais faire une flashcard avec la phrase entière qui contient le mot que je souhaite mémoriser et si nécessaire, y ajouter l'audio de la prononciation, une illustration, etc. Mais c'est pas ce que je vais faire, parce que j'utilise pas de flashcard. Mais toi, si tu en utilises et que ça te permet quand même de te garder du temps pour faire autre chose que réviser pour ne pas oublier, alors pas de problème. Moi, je me contente de lire un peu de japonais tous les jours pour avoir le maximum de chances de rencontrer des mots nouveaux et des mots que j'ai déjà vus. Ça me permet à la fois de réviser et de continuer à progresser.
Avec cette méthode combinée de lecture et d'écriture, je sais exactement pourquoi je fais les choses, mais c'est pas tout. J'y prends du plaisir. Et tout ce qui booste le plaisir d'apprendre, c'est bon à prendre. Si tu trouves ce podcast utile et souhaites me soutenir et te soutenir, tu peux acheter mon livre de conseils dont tu trouveras tous les détails en description.